Voici donc à quoi ressemble le saturomètre. Celui-ci, qui est un modèle assez courant, est constitué de deux parties. On a d'une partie l'appareil de mesure lui-même et de l'autre côté un senseur déporté, donc on connecte avec une petite fiche. Il existe des modèles plus simples où le saturomètre et le capteur sont intégrés, et donc on a les mesures qui sont affichées directement sur le dessus de la pince. Celui-ci en fait a l'avantage et l'inconvénient d'avoir un capteur séparé, donc par une petite fiche. L'inconvénient, c'est qu'il faut à chaque fois le reconnecter, le débrancher, et que le câble peut s'abîmer. L'avantage, c'est que si le capteur est abîmé, on peut remplacer uniquement le capteur et pas tout l'appareil. Un autre avantage, c'est que non seulement on peut remplacer le capteur, mais on peut également en utiliser d'autres, et par exemple des capteurs pédiatriques ou des capteurs autocollants pour mettre à d'autres endroits que la pince digitale. Voilà, pour l'utilisation du saturomètre, on commence par brancher le capteur en utilisant la fiche qu'on place bien fermement dans le connecteur et on allume l'appareil. En poussant sur le bouton, l'appareil s'initialise, il fait quelques tests et affiche quelques informations sur la configuration et il est ensuite prêt à être utilisé. On voit donc dans la pince du capteur la petite diode rouge, on ne voit pas la diode infrarouge évidemment, on voit la petite diode rouge et en dessous la diode réceptrice qui reçoit la lumière après qu'elle soit passée à travers le doigt. On place donc la pince autour d'un doigt idéalement propre et chaud et l'appareil va détecter un pouls et permettre de calculer une saturation en oxygène dans les capillaires du doigt. On voit ici une saturation en oxygène de 98% et une fréquence cardiaque de 68 battements par minute. On voit aussi sur la gauche de l'afficheur une petite barre qui monte et qui descend à la même fréquence que les battements du cœur. La hauteur à laquelle cette barre monte indique la qualité du signal reçu. Si la barre ne monte pas suffisamment haut ou qu'on ne la voit pas du tout, cela indique que les valeurs affichées ne sont pas fiables, simplement parce que le capteur n'a pas pu percevoir suffisamment de sang pour donner une estimation correcte de la saturation en oxygène. Alors, le saturomètre. On va voir ici dans cette vidéo comment il fonctionne. Donc on avait vu qu'il a une pince qui vient se fixer autour du doigt, donc il y a une espèce de pince ainsi. Et donc la pince ici, sur sa partie haute, a deux petites diodes émettrices, une qui émet une lumière rouge et une qui émet une lumière infrarouge. D'accord, je vais la représenter ici en bleu. D'accord, et ici en dessous, on a donc les deux petits capteurs, un qui capte la lumière rouge et un qui capte la lumière infrarouge. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de lumière rouge et de lumière infrarouge? Voyons ça tout de suite. Donc si je représente ici la pince sous forme d'une section, on va dire, si on la voit de côté, disons, avec le bout du doigt ici au bout, et la pince ici en dessous, comme ça. On va dire que ça c'est ma pince de saturation. Ici au-dessus, on a la petite diode émettrice de lumière rouge. C'est de la lumière qui est à, si je me souviens bien, 660 nanomètres. Et juste à côté, une petite diode émettrice de lumière infrarouge à 940 nanomètres, si je me souviens bien. Ok. Alors, pourquoi 660 nanomètres et 940 nanomètres? Il se trouve que l'hémoglobine, saturée en oxygène, capte très bien la lumière infrarouge, elle absorbe la lumière infrarouge très bien, alors qu'elle ne l'absorbe pas très bien du tout, par contre, la lumière rouge. C'est pour ça que, à l'œil nu, l'hémoglobine, quand elle est saturée en oxygène, semble plus rouge que l'hémoglobine qui n'est pas saturée en oxygène. C'est parce que cette lumière rouge est renvoyée vers l'œil de celui qui la regarde, et donc parce que justement l'hémoglobine, donc saturée en oxygène, n'absorbe pas la lumière rouge, ou n'absorbe pas bien la lumière rouge. Et donc si ici dans la pince on a un doigt, qu'on va représenter sous forme d'une espèce de truc qui ressemble à une saucisse comme ça, hein, voilà, ici on a l'ongle, qui est normalement un peu plus grand que ça, mais peu importe. Et ici en dessous, on a nos deux photorécepteurs. Hein. Dans le bas, on a nos deux photorécepteurs qui reçoivent la lumière qui va être émise. D'accord? Dans le doigt, on a un apport de sang riche en oxygène. Voilà.
et on a du sang moins riche en oxygène qui repart via les capillaires. D'accord? Donc je vais le dessiner en bleu, mais bon. Ok, donc il repart du sang moins riche en oxygène. Donc, comme je disais, on a une lumière rouge qui passe et qui va être fortement absorbée ici. Et donc, oui, qui ne va pas être fortement absorbée, donc elle va ressortir quasiment identique. À l'inverse, par contre, la lumière infrarouge, qui est invisible à l'œil nu, avec une fréquence beaucoup plus basse, elle va être fortement absorbée et on en aura beaucoup moins ici de ce côté-ci. Et donc, à chaque pulsation, à partir du moment où il y aura beaucoup de sang qui va être chargé en oxygène qui va arriver, on va avoir de la lumière rouge qui va passer et la quantité de lumière infrarouge qui va être reçue va diminuer à chaque fois. Donc, si on marque ça sur un graphe dans le temps, par exemple, donc ça c'est une question de temps, et ici c'est une quantité de lumière, on va avoir notre lumière, rouge, qui va être peu absorbée, elle, qui va être peu absorbée, donc on va avoir toujours à peu près la même chose, d'accord? Elle est quand même absorbée un petit peu, hein. Et donc à chaque battement cardiaque, on en a plus ou moins qui passe, et à l'inverse, la lumière infrarouge, on va en avoir encore moins. Donc on va en avoir, celle-là est fortement absorbée, donc il y en a moins, mais on va quand même en avoir, hop, voilà. Et donc l'appareil analyse ces signaux et va capter ces ondes, ces vagues si on veut, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir mesurer la fréquence cardiaque en comptant le nombre de battements. Et en calculant la différence d'amplitude entre les deux vagues, il peut calculer la quantité de lumière qui a été absorbée et donc en déduire la saturation. Alors en déduire la saturation, ce n'est pas une formule magique, ça a été fait sur base de tables empiriques et compagnie, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi, donc, toute cette explication vise surtout à vous faire comprendre les problèmes qui peuvent être liés à tout ça. Et donc, vous voyez déjà que simplement, un mauvais placement du capteur va déjà influencer la qualité des signaux qui va être passés, et donc peut être un des problèmes. Un deuxième problème, c'est si le vaisseau sanguin ici est beaucoup trop petit, dû à une vasoconstriction, par exemple parce qu'il fait super froid. S'il y a très peu de sang qui passe ici, on va avoir un graphique qui va ressembler à pas grand-chose comme ça, et donc la qualité du signal ne sera pas suffisante, et donc on n'aura pas une bonne mesure. Si la lumière passe à travers l'ongle, parce qu'en vrai, en fait, l'ongle il remonte beaucoup plus haut, enfin la lumière passe à travers l'ongle. Si l'ongle est verni, on va aussi avoir un problème, parce que ces mesures se basent sur le fait que la lumière rouge n'est pas beaucoup absorbée et que la lumière infrarouge est fortement absorbée. Si tout d'un coup le vernis absorbe la lumière rouge, on va avoir un problème. Si le vernis absorbe la lumière infrarouge, on va aussi avoir un problème. Et donc, si l'ongle est verni, on peut avoir des mesures qui sont faussées. Et dans ces cas-là, l'idée c'est de pouvoir tourner la pince pour pouvoir utiliser le côté du doigt où il n'y a normalement pas de vernis, hein. Les gens se peignent les côtés des doigts, ce qui arrive moins souvent quand même. Okay. Un autre problème qui peut se produire, c'est si dans le sang se promène une substance qui a les mêmes caractéristiques que de l'hémoglobine saturée en oxygène, alors que ce n'est pas de l'hémoglobine saturée en oxygène. Et une de ces substances, par exemple, c'est l'hémoglobine, mais qui est saturée en monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone se fixe beaucoup plus facilement à l'hémoglobine, 240 fois plus facilement, mais se comporte exactement comme de l'hémoglobine saturée en oxygène au point de vue du saturomètre. Et donc, on va avoir une saturation mesurée qui va être tout à fait correcte, qui va être proche de 100%, alors qu'en vrai,
ce ne sera pas de l'oxygène, ce ne sera pas du dioxygène qui sera transporté, mais du monoxyde de carbone qui n'est pas capable d'alimenter les tissus avec l'oxygène dont il a besoin. D'autant plus que ce monoxyde de carbone va rester fortement attaché à l'hémoglobine et ne va donc pas du tout alimenter les tissus en oxygène. S'il y a un mouvement trop important, si le capteur bouge, évidemment, la mesure ne sera pas bonne non plus. Parmi les autres problèmes qui sont liés à l'hémoglobine et à ce qui circule dans les vaisseaux sanguins, on a également les pathologies de l'hémoglobine. Donc des pathologies comme la drépanocytose par exemple peuvent provoquer des mauvaises lectures de la saturation en oxygène, simplement parce que l'hémoglobine, dans ces cas-là, n'est pas formée correctement, n'a pas la même forme que l'hémoglobine saine, on va dire, et donc fausse la mesure. Il y a d'autres pathologies de l'hémoglobine qui provoquent ce genre de fausses mesures. Ça va souvent mener à des mesures qui sont faussement trop basses, mais gardons juste à l'esprit que ça va fausser la mesure et qu'il faut y faire attention. S'il y avait des teintes qui ont été injectées en intraveineux, comme le bleu de méthylène par exemple, qui est utilisé pour certains examens, ça va également fausser la mesure parce que le sang va être teinté et du coup va absorber la lumière de manière différente et ça évidemment ça va fausser la mesure. Une anémie sévère va aussi fausser les mesures, comme on avait vu dans la vidéo sur l'explication de la saturation.